Quand on aborde les croisades en histoire, on ne peut s'empêcher de remarquer que de nombreux chevaliers venaient de France, ou du moins du territoire actuellement français ou francophone. Baudouin IV de Jérusalem, par exemple, dit le roi lépreux, venait d'une famille originaire du Gâtinais, près d'Orléans. Les fondateurs de l'Ordre du Temple, comme Hugues de Pint et Bernard de Clairvaux, venaient quant à eux de Champagne et de Bourgogne. Même Richard Cœur de Lion, le roi d'Angleterre, régnait depuis l'Anjou et s'est battu aux côtés des soldats de Philippe II, dit Auguste, né près de Paris. Que ce soit pour la première, pour la deuxième, pour la troisième ou pour la quatrième croisade, à chaque fois que les croisés partaient vers l'Orient, l'espace médiéval français semblait leur fournir d'énormes quantités de ressources, à la fois humaines et matérielles. Cela dit, l'effort était jusqu'ici partagé entre tous les princes occidentaux, et ce n'est qu'à l'occasion de la 7e expédition que le roi de France en fit une affaire personnelle. Chers abonnés, ou chers spectateurs qui seront bientôt abonnés, bienvenue dans l'épisode 3 de notre série Grand Capétien. Après un début de règne tumultueux, Louis IX dit Saint-Louis part en croisade contre l'Égypte et y affronte les héritiers de l'ancien grand empire de Saladin, les Mamelouks. Après sa victoire lors de la bataille de Taillebourg contre les Anglais et contre les rebelles de la Marche, Louis IX intègre la Saintonge dans le domaine royal et se maintient au rang de seigneur le plus puissant de son royaume, comme nous l'avions dit dans l'épisode 1. Le roi confirme ainsi la tendance initiée par ses prédécesseurs, tout en donnant l'impression qu'il est un élu de Dieu, lorsque tout à coup, le destin se retourne brutalement contre lui. En 1244, alors qu'il se trouve au château de Pontoise, près de Paris, le roi tombe gravement malade au point que ses contemporains pensent qu'il est entre la vie et la mort. Atteint d'une forme violente de fièvre, selon les chroniqueurs de l'époque, il est alité, affaibli, anémique. Son entourage redoute le pire pour l'avenir du royaume. La ligne de succession des Capétiens n'est pas rassurante à cet instant. Le mariage avec Marguerite de Provence n'a donné naissance qu'à un seul héritier mâle, appelé Louis de France, et celui-ci n'a même pas un an lorsque la maladie frappe son père. Dans le cas où le roi disparaîtrait, la France entrerait en crise politique, et nul ne sait si Marguerite aurait le même talent que Blanche de Castille, dont la régence fut déjà marquée par plusieurs tentatives de coup d'État. Alors, l'entourage du roi se mobilise pour lui faire retrouver la santé par tous les moyens connus de l'époque. On fait venir des médecins, on organise des prières collectives, on fait brûler des cierges, on fait chanter des matines, on retrace chaque instant de la vie du suzerain pour essayer de comprendre à quel moment il se serait mal comporté, car ce qui lui arrive est perçu comme une punition céleste, imputée, semble-t-il, à la suite d'un grave péché commis par le roi. Sa mère, Blanche, demande pardon à Dieu au nom de son fils, mais rien n'y fait. Louis IX se tord de douleur à cause de maux de ventre aigus, puis perd connaissance avant d'entrer dans une sorte de coma. Tout espoir de guérison semble perdu, lorsque soudain, le suzerain à demi-conscient fait à son tour une prière. Au Christ, il aurait fait la promesse solennelle de partir en croisade si ce dernier lui accordait la guérison. En échange de la survie, il aurait promis de prendre la croix pour aller combattre en Terre Sainte et de ne s'arrêter que lorsqu'il aura délivré le Saint-Sépulcre. Puis, comme par miracle, nous disent les chroniques royales, l'état de santé de Louis IX se serait amélioré. Comme si son serment aurait déclenché une intervention divine, c'est ainsi qu'on interprète cet événement au XIIIe siècle, il est remis sur pied et échappe à la mort. Maintenant, si tout le monde est bien sûr ravi de voir le suzerain guéri, la cour sait pertinemment que les promesses faites au ciel ne sont pas à prendre à la légère. Tandis que les cloches sonnent pour annoncer la bonne nouvelle, Louis IX doit maintenant assumer et commencer la préparation de la guerre sainte. Toutefois, les pèlerinages armés sont souvent une affaire collective, comme nous l'avions évoqué en introduction. C'est généralement l'Occident tout entier qui se croise, et qui le fait à la suite d'un appel émis par le pape. Le roi de France semble ici procéder à l'envers, puisqu'il prend lui-même l'initiative de partir, et si le chef de l'Église se félicite d'une telle proactivité, ce n'est pas le cas de tous les princes européens, pour qui cette décision apparaît hasardeuse. Dans le Saint-Empire, par exemple, Frédéric II se méfie du projet puisqu'il considère que c'est lui le champion de la chrétienté. Les empereurs germaniques n'ont pas toujours eu de chance lors des pèlerinages armés, et aucun d'entre eux n'a su reproduire l'exploit de la première croisade de 1099, celle qui avait permis de conquérir Jérusalem,
Mais lui, Frédéric II, rappelle à tous qu'il a réussi là où les autres ont échoué. Lors de la deuxième croisade, en 1146, son prédécesseur de l'époque perdit son armée avant d'avoir pu atteindre le Proche-Orient. Même chose en 1189, tandis que Saladin venait de reprendre Jérusalem et tandis que les Franco-Angevins tentaient de l'attaquer par la mer, l'empereur Barberousse se noya dans les eaux d'un fleuve au cours de ce qui fut la troisième croisade. La ville sainte resta sous contrôle ayyubide, c'est-à-dire sous celui de l'empire de Saladin, et après le raté collectif de la 4e expédition en 1202, qui se termina tragiquement à Constantinople 2 ans plus tard, puis après celui de la 5e, dont le contingent fut battu sur les bords du Nil en 1218, les croisés commençaient à perdre espoir. Frédéric II changea donc de stratégie, il partit d'Italie en 1228 et il profita d'une guerre civile entre les héritiers de Saladin pour négocier le statut de Jérusalem sans livrer bataille. Grâce à de bons calculs diplomatiques et grâce à une alliance avec le sultan d'Égypte, il obtint un accord de paix plaçant la ville sainte sous le contrôle des croisés pendant 10 ans. Lorsqu'il repartit en Occident, il présenta cette 6e croisade comme un modèle du genre, même si les Francs lui firent remarquer que la situation en Orient se dégrada rapidement après son départ. À la suite des conquêtes fulgurantes d'un certain Gengis Khan, en effet, l'empire mongol mangea une énorme portion du monde islamique. Les Turcs furent poussés plus à l'est, ce qui créa de fortes tensions chez les Ayyubides de Syrie, qui par la suite utilisèrent ces mêmes Turcs comme des mercenaires pour combattre les Ayyubides d'Égypte. Arrivé en 1244, Jérusalem, coincée entre les deux sultanats, fut pillée, et l'Occident interpréta cet événement comme un signe que seule une conquête par les armes pouvait faire revenir le tombeau du Christ en terre chrétienne. Ironie du sort, tout ceci se déroula la même année que la guérison miraculeuse de Louis IX. Bref, le fait que Jérusalem soit perdue peu de temps avant l'épisode du château de Pontoise renforce sûrement le sentiment que le Capétien est désormais pourvu d'une mission de nature divine. Malgré les avertissements de Blanche, qui tente de dissuader son fils, le roi est persuadé que ces deux événements sont liés et qu'il n'a pas d'autre choix que de partir. Par contre, son enthousiasme n'est toujours pas partagé par Frédéric II. Dans les chroniques arabes, il est écrit que l'empereur aurait carrément prévenu ses alliés islamiques de la préparation d'une expédition croisée sur leur côte. Par jalousie, ou peut-être par arabophilie, c'est-à-dire par admiration pour la culture arabe, il aurait trahi le roi de France avant que l'expédition n'ait commencé. De même, la première puissance économique de l'époque, Venise, n'a aucun intérêt à déclencher une guerre. Les puissances ayyubides sont peut-être fracturées, mais ce sont des partenaires économiques majeurs et les ports d'Orient sont les plaques tournantes de leur commerce. Les Vénitiens refusent donc de participer, laissant Louis IX bien seul dans son projet de 7e croisade. Dans le livre Saint-Louis après Jacques Le Goff, l'historien et médiéviste Xavier Hélary nous apprend que cet isolement diplomatique ne décourage pas vraiment le roi, et que ce dernier s'implique personnellement dans la préparation de la guerre sainte. Pendant 3 ans, il s'attelle notamment à la tâche difficile de lever des fonds, car bien qu'il obtienne du pape l'autorisation exceptionnelle de taxer les revenus du clergé, il doit tout de même consentir à une contribution de 1,5 million de livres tournois, soit 6 fois le revenu annuel estimé de la couronne. Louis IX sacrifie le trésor royal, mais c'est la seule façon pour lui de rassembler suffisamment de troupes, car vous l'aurez compris, après tous ces échecs répétés, les vassaux du Capétien ne sont pas tous très enthousiastes à l'idée de partir en Orient. Le fait que le roi avance l'argent diminue les risques, et le soutien du pape s'avère déterminant, puisqu'il promet à tous les croisés la rémission des péchés, soit le pardon de Dieu pour toutes les fautes commises. Dans ces conditions, puisque le coût financier est diminué et que les récompenses spirituelles restent inchangées, l'host royal parvient à réunir 15 à 25 000 hommes. Par contre, trouver 1,5 million de livres tournois, c'est un sacré défi imposé aux agents royaux. Ces derniers puisent dans les réserves et appellent aux dons, sauf qu'ils sont très loin du compte, alors ils procèdent à des méthodes arbitraires, comme la spoliation des juifs qui pratiquent l'usure. Ils s'en prennent aux sujets de confession juive, accusés de s'enrichir au moyen d'intérêts bancaires, ce qui est interdit par l'Église, et remplissent ainsi tant bien que mal les caisses du trésor. Quoi qu'il en soit, en 1248,
Louis IX dispose de suffisamment d'argent pour négocier le soutien naval de Gênes, la cité marchande concurrente de Venise, et parvient à rassembler 120 bâtiments de transport dans le port d'Aigues-Mortes, agrandi pour l'occasion. Alors, c'est l'une des rares fois dans l'histoire des croisades qu'un pèlerinage armé est organisé de manière aussi centralisée, puisque le roi coordonne l'effort de guerre de ses vassaux et qu'il assume même une grande partie de la charge financière. Les préparatifs durent 3 ans et toute la France semble croire en la réussite du projet, puisque même Hugues X de Lusignan ou Raymond VII de Toulouse, les 2 vassaux turbulents du début du règne, participent à cette expédition. Entourés par les Templiers, par les Hospitaliers et par la famille royale, représentée par les frères de Louis IX, Alphonse de Poitiers et Robert d'Artois, mais aussi par la reine Marguerite en personne qui fait partie du voyage, les seigneurs venus de tout le royaume défilent devant l'oriflamme de Saint-Denis. La symbolique capétienne est donc parfaitement mise en scène et c'est au cri de Montjoie Saint-Denis que l'armée fait voile vers l'Orient. Pour Jacques Le Goff, si Louis IX se donne autant de mal pour motiver ses troupes, c'est parce qu'il sait que sa dynastie irait à la catastrophe en cas de défaite. Blanche de Castille est seule à Paris pour assurer la régence, et la couronne n'a alors que 2 héritiers mâles, Louis, déjà nommé, et Philippe, le nouveau-né. Si la flotte française coule lors d'une tempête, ou bien si les enfants du roi meurent tandis que l'host royal combat en Orient, Blanche devra gérer des crises de succession bien plus graves que les précédentes. Pour cette raison, notent Xavier et Larry, le suzerain prépare minutieusement chaque détail de son expédition et ne laisse absolument rien au hasard. Lorsqu'il arrive à Chypre, au mois de septembre, il passe 8 mois sur l'île rien que pour mettre au point son plan d'attaque. C'est long, même pour l'époque, mais c'est le temps nécessaire pour faire le plein de provisions, pour recruter de nouveaux mercenaires et pour s'entraîner à mener des assauts amphibies. Les Français ont sûrement profité de leur séjour prolongé pour simuler un débarquement sur les côtes chypriotes, en construisant notamment des barques à fond plat, qui doivent être jetées à l'eau à l'approche du rivage, un peu comme l'avait fait Guillaume le Conquérant en son temps, lors de la conquête de l'Angleterre. Puis, une fois l'host prête et entraîné, le roi de France choisit sa cible. La première option serait d'attaquer la Terre Sainte, mais elle est située au carrefour de 2 sultanats ayyoubides, celui du Caire et celui de Damas. Une offensive ici exposerait les flancs de l'armée française à 2 belligérants, alors qu'une attaque en Égypte permettrait de capturer les cités de Damiette, d'Alexandrie et du Caire, qui seraient ensuite échangées contre Jérusalem. Louis IX fait une dernière prière, puis donne l'ordre du départ le 30 mai 1249, sans se douter que Frédéric II, toujours aussi opposé à la croisade française, a prévenu le sultan de l'arrivée du Capétien. Début juin 1249, la flotte française guidée par les marins génois approche des côtes égyptiennes, où le sultan, prévenu par Frédéric II du Saint-Empire, a le temps de donner l'alerte. Louis IX ne part pas gagnant dans cette expédition, d'autant plus qu'une tempête disperse certains de ses navires et qu'il faut du temps pour les rassembler. Cela dit, après 8 mois d'intenses préparatifs, l'armée croisée est sûrement l'une des meilleures forces militaires de l'époque, et le roi de France continue de jouer sur la symbolique chrétienne pour motiver ses troupes. À l'avant, une nef, c'est-à-dire un bâtiment de guerre portant cette fameuse oriflamme de Saint-Denis, à l'arrière, la nef royale avec le légat du pape bénissant tous les participants. Le Capétien s'y place en évidence avec son manteau fleur-de-lysée, ou autrement dit parsemé de fleurs de lys couleur or sur teinture bleu foncé, et donne l'ordre de jeter les barques à la mer. Côté Ayyubide, il est malheureusement difficile d'estimer avec précision l'état des défenses côtières, car le sultan est malade cette année-là, et c'est son émir qui assure le commandement de l'armée. Il dispose de fantassins équipés d'arcs composites, rapides et courts, qui ont une forte cadence de tir, et dont les volets sont soutenus par une cavalerie légère, très mobile. Selon les sources d'époque, les archers seraient alors déployés de façon à tirer sur les barques françaises à mesure que celles-ci s'avancent, tandis que les cavaliers seraient placés sur les côtés, prêts à charger les croisés dès l'instant où ils posent un pied sur la terre ferme. L'émir veut accrocher les Français avant qu'ils n'atteignent la plage, dans la zone où l'eau monte jusqu'aux chevilles, là où ils seront gênés dans leur mouvement. Seulement, dans l'autre camp, les chambriers de Louis IX, l'équivalent des chefs d'état-major de l'époque, ont parfaitement anticipé cette défense. Sur les 15 à 25 000 hommes qui s'élancent vers la rive,
au moins 5000 sont des arbalétriers, des troupes mercenaires spécialisées, recrutées à grands frais par le roi en Italie, qui mitraillent les archers ayyoubides de projectiles. Le carreau d'arbalète ne va pas forcément plus vite que la flèche, car les deux filent à une vitesse d'environ 40 à 60 mètres par seconde, mais comme le premier est plus lourd que le deuxième, sa trajectoire est beaucoup plus stable, notamment quand le vent souffle. Dans les conditions d'un combat près de la mer, les tirs français sont bien plus efficaces que les tirs égyptiens, créant une sorte de couverture pour les barques à fond plat. Le début de l'engagement ressemble ainsi à un duel d'artillerie médiéval où l'arbalète prend le dessus sur l'arc composite oriental, déjouant le piège de l'émir. Surpris, ce dernier fait alors charger sa cavalerie légère, mais les Français anticipent encore une fois. Ils plantent des boucliers dans le sable, puis déploient de longues lances tout autour d'eux, un peu à la façon d'une phalange grecque, et repoussent l'assaut des cavaliers. La manœuvre a sûrement été répétée maintes et maintes fois puisque les Égyptiens semblent s'écraser sur les murs de pique, et lorsque leurs archers tentent de briser les rangs français, les arbalétriers débarquent à leur tour et les repoussent à nouveau. Enfin, quand les chevaliers surgissent des murs de boucliers et montent au corps à corps, l'infanterie ayyubide, désormais dépourvue de cavalerie et d'unités de tir à distance, bat en retraite. La plage est conquise et l'avant-garde fait hisser l'oriflamme de Saint-Denis, symbole de la victoire. Une fois la tête de pont consolidée, Louis IX, qui observe tous ces événements depuis la nef royale, se jette à l'eau à son tour et tente de gagner le rivage. Il semble être dans une situation contradictoire lors de cette bataille, car d'une part, il a besoin de se montrer lors du combat, c'est son rôle en tant que chef de guerre, et d'autre part, il ne doit surtout pas mourir, c'est son devoir en tant que chef politique. Son chroniqueur officiel, appelé Joinville, tente alors de trouver les mots justes pour héroïser l'action du suzerain tout en reconnaissant qu'il ne combat pas en première ligne. Louis IX saillit en la mer, écrit-il en ancien français. Il estoite en eau jusqu'aux aisselles, et il alla le aume en la tête et le glaive à la main jusqu'à sa jante, c'est-à-dire jusqu'à ses soldats qui estoitent sur la rive de la mer. Le chroniqueur montre ainsi que le Capétien est pleinement engagé dans l'action et nous fait même part d'une scène rocambolesque où le roi, après avoir aperçu au loin des ennemis, leur aurait demandé s'ils étaient des Sarrasins. Ses interlocuteurs auraient répondu que oui, ils estoitent bien des Sarrasins, ce qui aurait provoqué la colère de Louis IX qui se serait mis à courir vers eux pour les embrocher. Le glaive dessous et l'écu devant, poursuit Joinville. Il alla grands pas vers le danger, mais heureusement, ces prud'hommes se seraient précipités vers lui pour le rattraper et pour l'empêcher de risquer sa vie. Pour Xavier Hélary, l'historien, cette chronique illustre parfaitement le dilemme du roi de France, coincé entre son désir d'être à la fois un roi chevalier et un roi responsable. Il doit combattre, mais son entourage est anxieux à l'idée qu'il puisse mourir. Ainsi, après ce qui fut sûrement la plus grande opération amphibie du XIIIe siècle, l'Host Royal débarque en Égypte et surprend l'émir ayyubide, qui pourtant avait été prévenu en avance par le Saint-Empire. Louis IX est persuadé d'avoir fait le plus dur, d'autant plus que la maladie du sultan s'aggrave encore et qu'une révolte frappe le Caire, paralysant complètement les défenses adverses. Damiette est conquise sans bataille, ce qui pourrait présager une grande victoire pour les Français, mais, malgré leur préparation méticuleuse, le hasard des événements ne leur est finalement pas favorable. Déjà, dès la mi-juin 1249, le Nil est en crue. Le delta se remplit de marécages qui inondent les routes et Louis IX n'ose pas sortir de la ville conquise, ni vers Alexandrie, ni vers le Caire. Il attend de plus les renforts promis par son frère, Alphonse de Poitiers, qui se perd à cause d'une tempête, tandis que le reste de l'armée coincée dans Damiette souffre du manque d'hygiène et de températures étouffantes. Hugues X de Lusignan, le comte de la Marche, est l'un des premiers princes à succomber, et on apprend aussi la mort de Raymond VII de Toulouse, disparu avant même d'être arrivé. Dommage, car tandis que l'Host Royal perd du temps dans le delta, la situation politique côté ayyubide s'empire à nouveau. Suite à la mort du sultan, c'est sa veuve, une certaine Shajar ad-Djour, qui assume le pouvoir, mais comme elle est une femme, beaucoup la considèrent illégitime. Elle s'appuie alors sur les Mamelouks pour se maintenir à la tête du gouvernement, des guerriers esclaves d'origine turque, sauf que leur présence dans les plus hautes sphères de l'État choque les érudits, qui les considèrent comme des combattants aussi redoutables que violents. Si Louis IX eût été plus proche du Caire, il aurait sûrement pu profiter de cette crise politique pour trouver des alliés précieux,
car les partenariats entre chrétiens et musulmans ne sont pas rares dans l'histoire des croisades. Mais, lorsque les eaux du fleuve rentrent dans leur lit et que l'ost royal peut enfin sortir de Damiette, la sultane a eu le temps de contenir l'insurrection. Occasion manquée donc, au mois de novembre 1249, quand l'armée française fonce vers le canal d'Achmoun, le dernier grand obstacle avant la capitale, le contexte politique côté ayoubide n'est peut-être plus aussi favorable que durant l'été. Louis IX choisit quand même d'attaquer Le Caire au lieu d'Alexandrie, en espérant profiter du manque de légitimité de la sultane, et pour prendre d'assaut une capitale encore instable, laissant ses chambriers montrer toute l'étendue du savoir-faire occidental en matière de machines de guerre. Devant le canal, tandis que les ouvriers se jettent à l'eau pour construire une digue à l'aide de terre et de bois, et tandis que les ayyoubides, depuis l'autre rive, les prennent pour cible avec leurs flèches, les Français érigent 2 énormes tours de siège en plein sur le chantier. Appelées châteaux, ces structures offrent aux arbalétriers une position en hauteur tout en abritant les ouvriers contre les projectiles. L'Ost semble ainsi prendre le dessus dans cette croisade, mais soudain, c'est au tour des Égyptiens d'étaler toute l'étendue de leur savoir-faire. Selon Joinville, ils auraient déployé d'énormes lance-flammes crachant du feu grégeois, une technologie d'origine byzantine, qui aurait incendié les châteaux et provoqué leur effondrement en quelques minutes. Ironie de l'histoire, ce même feu grégeois qui avait sauvé Constantinople de la conquête arabe au 8e siècle semble sauver l'Égypte de la conquête française au 13e, car même si Louis IX trouve un guet et parvient finalement à prendre son ennemi à revers, il a perdu du temps et des ressources. De nombreux arbalétriers ont succombé lors des incendies et l'Ost royal, désormais privé de ses unités les plus précieuses, ne peut plus se défendre, notamment contre le harcèlement constant des archers ayyoubides. La sultane Shajar ad-Dour reprend donc l'initiative et ordonne à ses mamelouks de provoquer la bataille finale. Au mois de février 1250, cela fait plus de 90 jours que les Français avancent avec difficulté et lorsqu'ils s'engagent enfin sur la route du Caire, leur cohésion s'effrite. Le 8, l'avant-garde traverse le Nil, mais au lieu d'établir une tête de pont comme Louis IX l'avait pourtant demandé, son autre frère, Robert d'Artois, attaque la ville de Mansoura contre les ordres. Les chevaliers frustrés n'écoutent plus leur suzerain, et s'ils écrasent la garnison ayoubide qui se trouvait dans le village, ils sont désormais trop éloignés du reste de l'armée, dangereusement séparés d'eux par un bras du fleuve. Les mamelouks contre-attaquent, chargent dans les ruelles, massacrent les croisés dont aucun n'en réchappe, pas même Robert d'Artois malgré son rang. Le Capétien tente alors une manœuvre désespérée pour venir au secours de son frère, mais son armée est à son tour prise à partie lors de la deuxième bataille de Mansoura. Les Français remportent l'affrontement puisqu'ils conservent la maîtrise du terrain, quoique le prix à payer est tellement élevé que les berges du Nil sont désormais jonchées de cadavres. Or, avec les crues et avec les décrues incessantes du fleuve, les corps en décomposition finissent par empoisonner les eaux. Lorsque les Mamelouks coupent le ravitaillement, et lorsque les Français affamés se précipitent vers le Nil pour y pêcher du poisson, ils tombent malades et ne peuvent plus combattre. Entre février et avril 1250, Louis IX a donc traversé le Nil et il n'est plus qu'à 3 jours de marche de la capitale ennemie, mais son armée meurt peu à peu. Elle est ravagée par des épidémies de diarrhée et la nourriture que les soldats mangent est tellement contaminée que leurs gencives gonflent et que leurs dents tombent. Le roi ordonne un retrait d'urgence vers Damiette, mais son ennemi talonne l'arrière-garde, capture les traînards, les décapite, provoquant une panique générale dans les rangs croisés. La retraite se transforme en cauchemar, et lorsque l'Ost à moitié mort arrive à Farixour, les Mamelouks lui barrent la route. Le Capétien, lui aussi malade à ne même plus pouvoir se tenir debout, se constitue alors prisonnier. Ainsi se termine la 7e croisade, la guerre sainte la plus planifiée et la mieux commandée des 7 expéditions, mais qui a été vaincue par les eaux du Nil, vaincue par le feu grégeois, et achevée par la patience des Mamelouks. Chers abonnés, j'ai pu commander grâce à vos dons de nombreux dessins pour la série Caire de 100 ans, et je remercie tous ceux qui ont participé. Je vais bientôt faire de même pour les cinématiques de jeux vidéo, avec des scènes filmées sur Total War, sur Plectel Innocence, sur Kingdom Come Deliverance 2, et peut-être même Chivalry ou d'autres. Si vous souhaitez participer, le lien Tipeee ou Paypal se trouve juste en dessous, ou sinon, YouTube met à disposition des outils de dons et de souscription.
Quoi qu'il en soit, merci à tous pour m'avoir suivi jusqu'ici, et à très vite pour l'épisode 4.